bien, bonsoir à tous. Bonsoir à Jean-Pierre Novak de Sud-Ouest. Petit conseil municipal budgétaire, j'ouvre la séance. Je désigne un secrétaire de séance en la personne de Clément, qui est bien là. Bonsoir Clément. Absent, excusé, ayant donné délégation de pouvoir, Thierry Dubreuil a donné pouvoir à Serge Flao, Philippe Girard à Brigitte Nabé et Ludivine Grasse-Piquet à Frédéric Malville. Je vous avertis immédiatement qu'on demande à ce qu'une délibération soit sur table, non prévue à l'ordre du jour. Je vous prie de m'excuser de cette inscription de dernière minute. On l'a appris il y a quelques minutes à peu près, qui concerne une demande de subvention adressée au conseil départemental pour la réalisation des travaux sur l'avenue de Lattre de Tassigny. Et donc c'est maintenant qu'il faut le faire ou on risque de perdre une subvention. Avec votre accord ? Merci, monsieur Malville. Le procès-verbal de la séance du 9 mars est-il approuvé ? Appelle-t-il des remarques de la part de l'opposition ? C'est OK pour tout le monde ? Très bien. Les registres vont circuler pour signature. Et je crois que j'ai rien oublié. On la passe in fine, la délib sur la demande de subvention. Très bien. J'attaque donc ce petit conseil municipal. Et d'ailleurs, non, je ne vais pas l'attaquer puisque je donne la parole à Yannick Clavier, s'agissant donc de l'adoption du compte de gestion 2022. Cher Yannick, je t'en prie. Merci. Bonjour à tous. Donc, concernant le compte de gestion 2022, le compte de gestion 2022 a été établi par le comptable public et c'est le reflet exact du compte administratif 2022. Malgré tout, rapidement, en section d'investissement, les recettes nettes s'élèvent à 3 127 101,13 € et les dépenses sont établies à 3 461 893,06 €. Et pour la section fonctionnement, 5 390 925 en recettes pour 4 995 406 en dépenses, ce qui nous donne un excédent sur le fonctionnement de 395 518 € que nous verrons plus tard, puisqu'effectivement, il nous revient de réaffecter cet excédent de fonctionnement. Des remarques sur le compte de gestion ? C'est OK pour tout le monde. Je le passe au vote, s'agissant donc d'adopter ce compte de gestion. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Très bien, je vous remercie. Adoption du compte administratif maintenant. Et comme nous l'avons institué il y a 3 ans, je laisse la parole à Frédéric Malville. Et moi, comme la loi m'y oblige, je vais me retirer. Et partez pas trop loin. Vu qu'il n'y a pas eu de questions sur le compte de gestion, je pense qu'il y aura peu de questions sur le compte administratif. Ou alors, il y a un piège. Donc, comme le veut la loi, nous allons procéder à l'adoption du compte administratif. Le compte administratif n'est que le miroir du compte de gestion. À partir du moment où il n'y a pas eu de questions, je pense, sur le compte de gestion, je vais juste reprendre les quelques éléments. En section de fonctionnement, nous avons en mandat émis 4 995 406,74 €. En mandat émis en section d'investissement, nous avons 3 461 893,6 €. Titres émis en section de fonctionnement, 5 390 925,38 €. Section d'investissement, 3 127 101,13 €. Le résultat de clôture pour l'exercice se monte en section de fonctionnement de 395 518 000 €. En section d'investissement, un résultat de clôture négatif de 334 791,93 €. Le report de l'exercice N-1 était de 100 000 € en section de fonctionnement, d'1 518 299 000 en section d'investissement. Le résultat comptable cumulé de 495 518,64 € en section d'investissement de 1 183 507,21 €. Les dépenses restant réalisées en section d'investissement se montent à 392 631 €. Les recettes restant à réaliser à 621 406,87 €. Je vais vous demander de procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Et voilà, c'est voté. Et vous pouvez rappeler le maire.
Bien, le compte administratif est adopté. Très bien, je vous remercie. Autre sujet à l'ordre du jour, l'affectation du résultat de l'année 2022. Cher Yannick, je te laisse à nouveau la parole. Merci. Donc, étant donné que le compte administratif 2022 a été approuvé, il faut maintenant réaffecter le résultat, l'excédent que l'on a sur le compte de fonctionnement. Donc, effectivement, on a 395 518 euros de résultats sur l'exercice 2022, auquel on ajoute les 100 000 euros de l'exercice antérieur, ce qui nous amène donc à 495 518,64 euros qu'il nous faudra affecter. Sur la section effectivement financement, le résultat de la section financement de l'exercice est déficitaire de 334 791 euros. Alors il est déficitaire, oui et non, plutôt non, puisqu'effectivement, vous le savez, on a engagé pas mal d'actions, de projets, et ces projets ont du retard dans leur réalisation, notamment la médiathèque. C'est pour ça qu'on a été obligé de faire des APCP, effectivement prévus sur 2022 au budget prévisionnel, et ça se terminera sur 2023. Donc en fait, il nous reste une somme non négligeable à percevoir, notamment des subventions, hein, qui s'élève à 621 406,84 euros, ce qui explique pourquoi effectivement sur la section investissement, on est déficitaire plutôt qu'excédentaire. Toutefois, pour revenir effectivement à l'affectation du résultat de l'année 2022, on a donc 495 518 euros à réaffecter. Alors la réaffectation de ce résultat, il a été fait effectivement en fonction de la conjoncture actuelle, hein, sur l'augmentation des coûts énergétiques, sur de multiples augmentations que l'on connaît. Donc on a, sur ces 495 000 euros, on a décidé d'en mettre 250 000 donc en excédent, en recettes, sur la section fonctionnement pour l'année prochaine. Donc l'année prochaine, quand on se reparlera du budget, pour imager par rapport à maintenant, on aura un résultat excédentaire, évidemment. Et donc dans le résultat reporté, au lieu d'avoir 100 000 comme cette année, donc nous aurons 250 000. Mais malgré tout, effectivement, c'était un choix, je pense, judicieux, en fonction de la conjoncture, sur la section fonctionnement, d'abonder ce compte, puisqu'on connaît tous au moins l'augmentation des coûts des fluides et de l'énergie pour l'année prochaine. Et donc, si on fait une soustraction, une bête soustraction, 495 moins 250 000, il nous reste donc 245 518,64 euros que l'on met en recette d'investissement pour effectivement l'année 2023. Et le solde d'exécution positif de la section d'investissement, on reprend effectivement l'excédent de 2022 que l'on met en solde positif, à savoir 1 183 507,21 euros. Très bien, merci Yannick. Y a-t-il des remarques sur l'affectation du résultat ? C'est OK pour tout le monde, donc effectivement une affectation du résultat prudente, on va le dire comme ça, compte tenu du contexte. Je passe au vote cette affectation du résultat. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Yannick, tu conserves la parole s'il te plaît, s'agissant du vote des taux de fiscalité locale directe pour l'année 2023, sujet attendu par les isonnés. Donc en fiscalité locale, effectivement, sur la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et les autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale. Deux taxes, une taxe foncière propriétaire bâtie et non bâtie. Donc les bases ont augmenté de l'État. Sur le bâti, il y a une augmentation de 7,35%. Et sur le non bâti, 7,14%. Toutefois, les taux communaux sur ces bases-là restent à l'identique de 2022, ce qui nous permet d'avoir un produit attendu sur les propriétés bâties de l'ordre de 1 995 645 euros et sur le non bâti, 34 207 euros, plus une taxe d'habitation à hauteur de 16,79%. Donc un produit fiscal attendu sur la fiscalité locale des
copropriété et résidences secondaires de 2 048 773 €. Très bien. Donc en substance, vous avez tous retenu qu'on propose de maintenir les taux d'imposition tels qu'ils étaient jusqu'à présent, donc de ne pas augmenter ces taux, même si mécaniquement, par l'effet de la loi, les bases, elles, augmentent grosso modo de 7, entre 7 et 7,3. Voilà. Des remarques peut-être sur cette proposition? Monsieur Malville, c'est OK? Pas de remarques. Je passe donc au vote. Qui est contre ce maintien des taux? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie de cette unanimité. Yannick, tu conserves la parole au sujet d'une APCP, opération 48, médiathèque, et opération 50, dite ville sportive. Je t'en prie. Donc oui, effectivement, 2 APCP. Ville sportive, en 2023, effectivement, on a abondé cette APCP de 120 000 € pour l'achat de conteneurs pour le stade de la Node, ce qui nous amène effectivement à un crédit de paiement sur 2023 de 1 164 000 € et on poursuivra effectivement le paiement sur 2024 à hauteur de 521 935 € pour un coût global de 1 690 200 €. Ça, c'était pour l'opération ville sportive. Et donc la PCP suivante, c'est pour la médiathèque, les abords de la médiathèque, donc, qui aurait dû terminer en 2022, mais qui se terminera donc prochainement, donc en 2023. Rien n'a changé par rapport au dernier conseil municipal, mais effectivement, légalement, on se doit de la présenter, étant donné que les travaux ne sont pas terminés. Très bien, merci, c'est clair pour tout le monde. J'en profite pour annoncer l'ouverture au public de l'AIGA, de notre médiathèque, le samedi 15 avril. Et donc, vous êtes tous attendus pour fêter cette ouverture. Avec une prévisite peut-être, oui, effectivement, le vendredi 14 pour les 150 premières habitantes, disons, qui arriveront au marché gourmand, vous aurez droit à une visite spéciale de l'AIGA, en compagnie de Justine. Très bien. Je passe ces APCP au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Autre sujet attendu par les associations, la question des subventions que nous proposons de verser aux associations isonnaises en 2023. Gilles Boye, je t'en prie. Tu as la parole, Gilles. Merci, monsieur le maire. Donc, les subventions. Avant de parler de subventions, on va parler un petit peu plus sérieusement. Au-delà des subventions, on propose pour chaque association existante plusieurs choses qui ne rentrent pas dans les subventions. Je voudrais être précis, donc c'est pour ça que je me suis fait un petit laïus. On propose un soutien administratif avec les services de la mairie. On propose également de la communication avec des photocopies gratuites, avec un Facebook dédié, avec de l'affichage sur les sucettes lors des manifestations. On propose aussi un soutien logistique pour leurs événements, près de tables, de chaises, de bancs, barnum, etc. On propose aussi un prêt de salle pour les activités quotidiennes et bien sûr aussi pour les plus grosses manifestations, la salle des fêtes ou le gymnase. Et enfin, on propose aussi également le paiement des consommables. Les consommables, ce sont le chauffage, l'électricité, le gaz, l'entretien des locaux, bien sûr, et les assurances. Donc ces aides-là, elles ne sont pas quantifiées financièrement, bien sûr, mais on représente une somme très très importante et particulièrement pour le budget de fonctionnement, celui qui nous intéresse assez fortement. Donc avec toutes ces aides, et malgré l'incertitude conjoncturelle ou des faits dont nous sommes tributaires, la guerre, le Covid qui nous a bien secoués, les coûts des matières premières qui augmentent, nous renouvelons notre aide aux associations par le biais des subventions. Nous avons un budget subvention en hausse par rapport à 2022 d'environ 10% en plus, un petit peu plus de 10%. Un petit rappel, quand nous sommes arrivés en 2020, le total des subventions était de 26 000 € et aujourd'hui il est de 63 000 €. Nous allons le monter cette année à 63 000 €, ce qui fait 2,5 fois plus par rapport à 2020. Maintenant, pour le maintien des subventions, pour toutes les associations demandées, quelques petites précisions. Donc une subvention de 1 000 €
En gros, toutes les subventions ont été maintenues par rapport à l'existant de 2022. Quelques-unes ont eu quelques modifications, je vais essayer de vous les expliquer. La subvention de 1 000 € que l'on donnait à Aide Animaux 33, alors celle-ci n'existera plus. Cette subvention-là est déplacée vers l'association qui habite à Izon, qui a résidence sur Izon, qui s'appelle Papat et compagnie. Et cette association-là fait à peu près la même chose que Aide Animaux 33. Elle recueille des chats, elle les stérilise, ou des chiens. Elle les stérilise également, elle vaccine. Tout ce qui est autour du chien et du chat, ils s'en occupent. Donc on travaille avec eux, en partenariat avec eux. Une grosse modification sur la subvention, c'est la subvention qui va être allouée à Gym Tendance. Alors Gym Tendance avait une subvention de 800 €. Aujourd'hui, ils vont passer à 5 000 €. Ça paraît énorme, ça va essayer de s'en expliquer. Donc c'est une grosse augmentation pour une aide, par contre, que l'on précise, qui est bien ponctuelle. Les filles donc, de Gym Tendance ont eu un rattrapage URSAF. Elles ont eu une gestion assez difficile et quelques cours supplémentaires à faire, sachant que les profs, ils ne travaillent pas pour rien. Elles montent des dossiers pour une aide départementale, pour une aide régionale. Elles vont augmenter les cotisations l'année prochaine également. Elles serrent le budget, quoi. À noter que certains profs, oui, ça c'est mon petit côté gaucho. À noter aujourd'hui que certains profs intervenants jouent le jeu et offrent gratuitement à l'association quelques cours, gratuitement, vraiment, donc sans faire payer l'association, ou aussi quelques démonstrations. Par exemple, le 30 juin de cette année, sur un des marchés gourmands, l'association Gym Tendance sera présente pour faire découvrir aux Izonais leur sport, et le prof ou les profs qui viendront le feront gracieusement. Donc c'est à noter et c'est tout ce qui m'intéresse. Voilà un petit peu pour la subvention pour Gym Tendance. Une autre subvention, la subvention du basket, que nous augmentons de 500 € pour cette année. Elle s'explique par leur dynamisme, par leur professionnalisation, entre guillemets, avec un employé. Aujourd'hui, ils ont un employé et l'année prochaine, ils vont prendre un BPGEPS, donc en plus, pour encadrer tous ces petits jeunes. Également, le basket intervient auprès de nos enfants, aux écoles. Et bientôt, il va y avoir la création d'un basket santé en partenariat avec le CCAS de Brigitte. Et donc, ils vont encadrer de Brigitte et autres. Mais enfin, Brigitte en est la responsable, heureuse. Et donc, ça va marcher avec le CCAS et ça va encadrer nos anciens qui vont pouvoir faire un basket santé. Ça a l'air très dynamique. Caroline aussi a été beaucoup dans le coup, je vois ton regard. Pas que les anciens, mais beaucoup d'anciens pourront essayer d'y trouver du plaisir là-dedans aussi. Le maintien des subventions aussi sur nos 2 comités des fêtes, avec le comité des fêtes et le comité de jumelage, nos 2 comités des fêtes et de jumelage, avec par contre une légère baisse au niveau du comité de jumelage, qui était à 4 700 € et qui aujourd'hui va se retrouver avec 4 200 € de subvention. Mais bien sûr, après discussion avec Laurent, nous gardons en réserve une manne financière assez importante qui pourra nous permettre ponctuellement et suivant les activités du comité des fêtes à subvenir à leurs besoins un petit peu plus. Comité de jumelage. Merci Delphine. Alors, quoi d'autre? Une autre augmentation, l'augmentation pour l'association de pêche Le Bouchon Izonais, qui compte près de 400 adhérents. Cette augmentation, nous la justifions par le fait que cette association-là nous aide bénévolement dans le cadre d'Acti-Vacances, nous aide également bénévolement dans le cadre de la fête locale et surtout encadre pas mal de nos enfants et pratique une politique tarifaire assez basse et c'est assez important à le souligner aussi. Encore une autre association, l'Izon fait du bruit. Alors, ils ont fait du bruit. L'année dernière, devait faire une grosse manifestation sur 2 jours. Elle n'a pas pu se faire à cause d'un arrêté préfectoral de beau temps, je crois. C'était pour ce coup-ci. Des fois, c'est mauvais temps. Là, c'était beau temps. Trop beau temps. Trop beau temps. Donc, la subvention, ils avaient engagé. On leur avait déjà octroyé une subvention en 2022. Qu'ils ont en partie bien entamé parce qu'ils avaient tout réservé, tout ce qu'il fallait faire et tout, et qu'après, il n'y a pas d'assurance là-dessus, malheureusement. Donc cette année, ils vont refaire une grosse manifestation, mais sur un jour, le samedi 10 juin de cette année. Et donc nous avons décidé de les aider à hauteur de 1 500 €.
Alors, je m'explique. On a budgété 1 500 € tout de suite, donc payé fin avril, début mai, suivant les finances. Mais on aura la possibilité, là aussi, on s'est gardé quelques sous, moi j'appelle ça des sous, quelques sous en réserve. Et voilà, si jamais ils font la montgolfière, ils avaient pour projet de permettre aux habitants d'Isonnet de faire un petit tour en montgolfière en partant d'en face. C'est assez difficile a priori à mettre en place par tout ce qu'il faut, beaucoup de procédures, etc. Donc si jamais ils arrivent à l'avoir, on subventionnera cette montgolfière pour 1 500 € supplémentaires. S'il n'y a pas de montgolfière, les 1 500 € resteront dans la caisse et serviront peut-être pour une autre activité à voir. Et enfin, nous soutenons Terre de Partage, une nouvelle association créée il y a un peu plus d'1 an. Monsieur Loubeau, président. Le jardin nourricier donc à Izon, à l'entrée d'Izon, à côté, enfin à l'entrée ouest d'Izon, après, juste avant, en partant d'ici, juste avant le rond-point de Casino, sur la droite. Voilà, il y a un petit lieu sympathique qui sont en train de se faire avec aujourd'hui des poules. C'est une association très dynamique qui gonfle ses rangs. Je crois qu'ils ont commencé avec une dizaine. Aujourd'hui, je ne veux pas dire de bêtises, je pense qu'ils ont dû dépasser les 80-90 personnes. Donc ça, c'est très bien. Et ils ont pour ambition de planter beaucoup de graines. Nous, on a pour ambition de leur permettre d'avoir d'autres lieux que le lieu qui est là-bas. Donc, nous allons leur octroyer une subvention de 3 500 € qui va leur permettre de grandir, de permettre aux Isonnais de venir chercher leurs légumes dans ce jardin-là. Et voilà, donc nous la soutenons fortement. Voilà un petit peu pour toutes les modifications des subventions aux associations qui sont toujours très attendues. Voilà, on espère avoir répondu à tout le monde. On est toujours à l'écoute de toutes les associations. Ça, c'est des subventions, mais croyez-moi, c'est tous les jours qu'il y a des problèmes à régler. On parle du on, mais il y a beaucoup de off. Et voilà, donc je vous demanderai de valider ces subventions-là. Très bien, merci Gilles pour cette présentation complète. Le soutien aux associations de la part de la ville d'Izon est intact. J'ai lu un jour que on pourrait douter de ce que l'équipe en place soutenait ces associations. Tu as bien fait de rappeler, Gilles, que quand on est arrivé, le montant total des subventions était de 25 000 € et que nous sommes aujourd'hui à 63 000 € et des poussières. Et je suis heureux de maintenir ce soutien, sachant qu'évidemment que les associations sont précieuses pour la vie isonnaise, qu'elles apportent beaucoup, qu'on a besoin d'elles. Je pense même qu'on a davantage besoin d'elles qu'elles de nous. Et je constate par ailleurs que de nouvelles associations voient le jour, et c'est bien la preuve d'un dynamisme associatif. Il faut s'en féliciter. Y a-t-il des questions, peut-être des remarques au sujet de ces subventions du côté d'Au Cœur d'Izon ? Madame Fontaine, je vous en prie. Bonsoir. J'ai une question qui concerne les deux associations, je dirais autour de la résilience alimentaire, Terre de Partage et Invitation au Jardin. Pourquoi un tel écart entre les deux associations ? Terre de Partage reçoit 3 500 € et Invitation au Jardin seulement 500 ? Très bien, vous avez raison, 500 € du côté de Terre de... Pardon. Et l'autre, 3 500 €, elle s'explique, comme je viens d'expliquer, par rapport aux graines qui vont être plantées, à l'espace. L'espace qui va être pour Terre de Partage va être, pour l'instant, en tout cas aujourd'hui, beaucoup plus important. Ensuite, on soutient également, c'est une association nouvelle qui est à Borgès. On la soutient pour la première fois cette année à hauteur de 500 €. Bien sûr, si l'année prochaine, d'autres lieux se découvrent par rapport à ça, on les soutiendra plus fortement. Là, l'association Terre de Partage est partie pour prendre plus d'espace, beaucoup plus d'espace. Quand je parle d'espace, c'est x2, x3 par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ils ont besoin de nous, on part avec eux. Si l'année prochaine, l'autre association a besoin de nous, ça sera avec grand plaisir qu'on les accompagnera. On peut ajouter, Anne-Marie, je te donne la parole après, on peut ajouter que l'invitation au jardin, l'association qui est à Borgès, a formulé une demande à hauteur de 500 €, quand l'association Izon Terre de Partage a formulé une demande à hauteur de 4 000 € en toute transparence. Et Gilles l'a expliqué, n'occupe pas tout à fait le même espace, loin de là. Et puis j'irai un petit peu plus loin en disant que les deux associations n'ont quand même pas tout à fait le même objet, puisque certes il y a la thématique de la résilience alimentaire, du bien se nourrir qui est commune, elle crée du lien social, toutes les deux. Simplement, en tout cas, je constate, et c'est très bien comme ça, mais ça peut évoluer, que Izon Terre de Partage a davantage une vocation alimentaire,
et occupe beaucoup plus d'espace, là où Invitation au Jardin a davantage une vertu pédagogique. Et donc les deux ne sont absolument pas en concurrence. J'insiste, je tiens à ce que ces deux associations soient présentes. Et puis Gilles l'a dit enfin, Ils ont Terre de Partage partage avec nous pour le coup le projet de développer un nouveau jardin partagé à vocation sociale et alimentaire du côté de la résidence Cassini. Et ça c'est un gros travail, c'est beaucoup de plantations. Et donc il me paraît, on ne peut plus justifier en tout cas qu'on leur accorde une subvention de 3 500 €. Anne-Marie, je t'en prie, complète mes propos. Pardon Anne-Marie. Je remercie Monsieur le maire d'avoir dit ce que je voulais dire. Je vais simplement ajouter. Nous, Invitation, je fais partie de l'association Invitation au Jardin. Cette association, ce ne sont pas du tout les mêmes politiques de jardinage. L'un, c'est du jardin traditionnel. Nous, c'est un jardin en permaculture. C'est plutôt un jardin qui va inviter les gens chez eux à faire du jardin, faire un petit jardin, même sur leur balcon, même voilà, c'est complètement différent. Et c'est vrai que Invitation au Jardin fonctionne très bien en liaison avec la mairie quand même, qui nous plastifie les affiches quand on fait une fête, qui est toujours là, qui nous aide. On en a quelqu'un qui est détaché et qui vient souvent à la mairie demander des petites choses qui sont très importantes pour cette association-là. Et tout va très bien. Tout va très bien. À Invitation au Jardin, on n'a pas beaucoup de personnel, mais au fond, c'est pédagogique. Donc, c'est à nous d'aller peut-être rencontrer les gens pour leur expliquer cette nouvelle façon de faire du jardin, qui est très intéressante d'ailleurs. Je le dis à la population, venez. Nous faisons des formations aussi. Voilà. Très bien, merci Anne-Marie de ce complément. Oui Gilles, je t'en prie. Pardon, j'ai juste oublié de dire quand même un petit clin d'œil à l'association des écoludiques qui l'année dernière avait bénéficié d'une subvention de 1 200 € et qui, pour la raison de cette subvention, c'était qu'ils recyclaient les masques, donc ils faisaient des choses avec, et ça a coûté 2 000 € ce recyclage-là. Donc on leur a financé la moitié de ce recyclage-là. Cette année, ils ne font pas cette activité-là. Ils ont eu l'élégance de nous demander que 200 € que nous avons bien sûr fournis. Mais un petit clin d'œil quand même, c'est important. Oui, merci aux écoludiques. Je passe là. Oui. Juste un petit point aussi à rajouter. La création aussi du deuxième club de pétanque, auquel tu as oublié. Enfin, c'est pas très grave. Donc il y a la partie amateur et maintenant il y a la création de la partie fédérale. Donc en fait il y aura deux clubs bien dissociés, voilà, auxquels là aussi il y a des dates qui ont été définies et ça apportera beaucoup de monde à Izon. Voilà. Notamment ils seront présents comme d'habitude au mois de juillet pendant les fêtes locales. Et il y a des dates qui ont été arrêtées pour jouer là-bas à Portes. Voilà, c'est tout. Oui, juste pour dire, les associations de boules, disons, je ne les oublie pas. Pardon. Ouais, mais là, je suis dedans, là, Laurent. Oui. Et donc... donc je ne les oublie pas du tout. Simplement, l'association existante depuis toujours a eu sa subvention, je crois, de 500 € de mémoire. La nouvelle association n'a pas formulé de subvention parce qu'elle a déjà moins d'1 an de vie. Par contre, je les ai rencontrés 3 fois déjà, la nouvelle association. Et je leur ai dit qu'ils essayent plutôt de voir, puisqu'ils s'entendent très bien avec l'association existante, puisque c'est juste le pôle, pour moi, compétition, la nouvelle association, de voir avec eux, essayer de peut-être pas partager, mais au moins qu'il y ait un geste de fait de l'ancienne association pour ce pôle-là compétition, afin d'équilibrer un petit peu les comptes, puisque quand on démarre, c'est vrai que ce n'est pas évident de démarrer à zéro. Voilà. Très bien, je vous remercie. Je passe ces subventions aux associations au vote. Qui est contre ces subventions? Qui s'abstient? C'est parfait. Merci de votre unanimité. Autre délibération à l'ordre du jour, une admission non-valeur pour des créances éteintes. Cher Yannick, tu as de nouveau la parole. Ça va être rapide. C'est assez simple.
La comptabilité de Coutras nous a annoncé le 24 février dernier qu'effectivement, pour une somme de 94,50 €, il y avait une dette due effectivement à des activités périscolaires, cantine et garderie. Suite à une décision concernant cette somme à payer, effectivement, il est demandé au maire de subvenir effectivement au remboursement de 94,50 € pour effectivement recouvrir cette dette qui ne sera pas recouverte par celui qui devrait être. Pas subvenir sur mes deniers personnels, hein, Oui, vous avez non, compris bien quand sûr. même. Il s'agit tout simplement Non, de... c'est donner l'autorisation au maire de recouvrir cette dette. Tout à fait. Je passe donc cette admission non valeur au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Autre délibération. Yannick, tu conserves la parole. Des provisions pour risques et charges exceptionnelles. Oui, en 2022, donc au budget primitif 2022, on avait mis déjà 10 000 € de provisions sur effectivement un événement qui s'était passé dans les années antérieures. Donc effectivement, c'était concernant un contentieux entre la ville de Dizon et un habitant de la ville de Dizon. Le tribunal administratif de Bordeaux a rendu sa décision quant à une expertise médicale et donc effectivement estime que le préjudice encouru s'élèverait entre 7 557 € et 15 039 €. Donc en fait, pour subvenir effectivement à ce préjudice, effectivement, il est demandé d'inscrire au budget primitif 2023 au compte dotation et provisions, le compte 68, une somme de 5 100 € supplémentaires pour abonder effectivement déjà les 10 000 € qui étaient présents dans ce compte provision pour couvrir l'ensemble des potentiels préjudices de cette personne. Très bien, je passe cette délibération au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci bien Yannick. Je passe la parole maintenant à Brigitte Nabé-Girard, s'agissant du RIFSEP. Monsieur le maire, mes chers collègues, il nous est demandé de revoir donc une délibération que nous avons passée en décembre pour régulariser cette délibération concernant le régime indemnitaire. Donc, sachez que le CST, c'est-à-dire le Conseil social territorial, s'est mis en place après les élections du personnel, donc représentant les agents municipaux. Donc, les élections ont eu lieu en décembre et nous avons donc revu notre copie. Donc, c'est une délibération technique puisque nous avons répondu aux demandes. Donc, le CST s'est tenu à 2 reprises déjà. Et puis, nous avons encore d'autres dates programmées pour évoquer un certain nombre de sujets, et notamment les horaires d'été. Voilà, donc là, il s'agit du régime indemnitaire et nous avons fait ce qui nous était demandé, c'est-à-dire mis en place des critères supplémentaires concernant le CIA, qui est aussi une part du régime indemnitaire. Des questions peut-être sur cette usine à gaz qu'est le RIFSEP? Non, vous êtes sûr? Brigitte est prête, hein? Sûr? Très bien, je passe régime indemnitaire au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est parfait, je vous remercie. Brigitte, je crois que tu gardes la parole. Alors, je garde la parole pour quelque chose qui est plus simple que le régime indemnitaire. Il s'agit des contrats aidés. Nous avons maintenant obligation de signaler le nombre de nos contrats aidés donc dans la collectivité. Donc c'est ce que nous faisons par le biais de cette délibération. Et sachez que nous avons 6 emplois aidés et, dans le cadre de ce qu'on appelle les parcours emploi compétences, autrement dit les PEC. Donc voilà, on retrouve ces emplois au niveau du service entretien. Donc nous avons donc cette délibération technique à passer et nous avons vu ces délibérations en commission il n'y a pas bien longtemps, commission ressources et bien évidemment toujours en CST. Très bien. Des remarques au sujet de cette création de 6 postes dans le cadre du dispositif Parcours emploi compétences? Pas de remarques. Je le passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Gros morceau de la soirée, donc l'adoption du budget primitif 2023.
que je vais présenter à grands traits et ensuite qui donnera lieu, je pense, à débat, à questions, ou critiques ou approbation directe. Hein, vous ne vous sentez pas obligé de le critiquer. Budget primitif global 2023 qui s'équilibre à hauteur de 11 503 818 € à comparer aux 10,6 millions de l'année dernière. C'est-à-dire que de nouveau, on franchit un cap. Un record, c'est un record. Et l'année dernière, je vous avais dit que je n'étais pas sûr que les 10,6 millions de l'année dernière pourraient être dépassés bientôt. Et en fait, à peine en 2023, on est déjà au-dessus. Alors, franchement, ça n'a pas duré comme les impôts, mais c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'on a plutôt une ville dynamique avec une équipe municipale, un conseil municipal dans sa globalité, plutôt volontariste. Nous avons une section de fonctionnement qui tournera, si je puis dire, à hauteur de 5 627 807 € à comparer aux 5 270 000 € de 2022, ce qui fait une hausse quand même de 6,7 ou 8%, ce qui est considérable, hein, mine de rien. Il va falloir que je m'en explique. Et puis une section d'investissement à hauteur de 5 128 000 € à comparer aux 4,1 millions de 2022. Et donc là, autant dire qu'on fait péter la baraque, quoi. C'est-à-dire que là, franchement... voilà, on entre dans le dur, on entre dans des gros aménagements structurants et voilà, j'ose espérer en tout cas que 2023 sera une année très importante pour l'avenir des Isonnais. S'il nous fallait résumer ce budget en quelques lignes, sans trop parler de chiffres, mais un petit peu quand même, on peut dire d'abord qu'il préserve, c'est important d'y penser en premier lieu, une évolution des recettes réelles de fonctionnement, sans pour autant, on l'a dit tout à l'heure, augmenter les taux de fiscalité. C'est-à-dire que ça fait la 4e année consécutive que l'on ne touche pas au taux de fiscalité. Et ces recettes, même si on n'augmente pas les taux de fiscalité, ces recettes réelles de fonctionnement sont en hausse de plus 6,78%, ce qui est plutôt bon signe si on a des charges de fonctionnement qui augmentent à la même hauteur, soit dit en passant. C'est dû principalement à l'actualisation des bases fiscales. Ça a été abordé plus ou moins tout à l'heure. Effectivement, les bases augmentent de 7,1 points à peu près, mais c'est indépendant de la volonté de la municipalité, j'insiste, hein, c'est un mécanisme légal qui fait que les bases augmentent à mesure qu'augmente l'indice des prix à la consommation. Et comme nous sommes dans un contexte de choc inflationniste, inévitablement, ces bases augmentent et elles vont nous rapporter un peu plus de 130 000 €, je crois, supplémentaires en termes de produit fiscal sur l'année 2023. Il s'agirait évidemment de bien s'en occuper, si je puis dire, de bien les dépenser. Ce budget fait apparaître une augmentation des dépenses de fonctionnement, je l'ai dit, de plus 6,78% entre le BP22 et le BP23. Et je vous détaillerai à peu près, sans trop rentrer dans le détail, les raisons de cette hausse des charges de fonctionnement. Et puis enfin, il faut retenir que s'agissant des dépenses d'équipement, s'agissant des dépenses d'investissement, vous l'avez compris, cette année 2023 s'annonce comme une année record. Je précise immédiatement que pour l'instant, ces investissements, donc à hauteur de, vous l'avez compris, de plus de 5 millions, pour l'instant, nous n'avons inscrit que 713 000 € de subventions, que 713 000 € de subventions, c'est-à-dire ce qu'on est... quand on a reçu des feux verts de la part de nos partenaires, nous avons inscrit ces subventions. Il s'agit principalement des restes à réaliser 2022, mais que, vous le savez, nous avons formulé auprès de plusieurs partenaires des demandes de subventions et on espère bien en obtenir quelques-unes. Ça veut dire qu'il va falloir se battre pour aller chercher ces subventions. A priori, nous pourrions réaliser tous ces investissements même sans subvention, simplement par honnêteté intellectuelle. Je préfère vous le dire tout de suite, il y a certains investissements qui ne verront pas le jour si nous ne percevons pas les subventions, pas forcément à la hauteur des subventions espérées, mais enfin en tout cas quelques subventions. On en parlera un petit peu plus tard. En tout cas, notre budget primitif, lui, global, s'équilibre à hauteur, je disais, de 11 503 818 €. Il s'agit d'abord d'aborder classiquement la section de fonctionnement, de dire quelques mots de cette section de fonctionnement. J'irai assez vite et puis je pense que ça sera l'objet des débats entre nous ce soir. Il s'agira ensuite de parler de la section d'investissement avec, vous l'avez compris, beaucoup de volonté d'investir de la part de l'équipe municipale. Du côté de la section de fonctionnement, donc 5 627 807 €, soit une hausse de 6,78%. Il est évidemment important, à titre liminaire, d'insister sur le contexte de crise dans lequel nous baignons depuis plusieurs mois maintenant, d'insister sur le choc inflationniste qui est durement absorbé, en tout cas par tout un chacun, et puis par les collectivités en particulier. Un contexte de crise énergétique qui fait que notre facture fluide va quasiment doubler, en passant de 170 000 à au moins 300 000 €.
En tout cas, c'est ce qu'on a prévu. Un contexte d'inflation qui fait que, inévitablement, certains services ont un coût supplémentaire. Je pense en particulier à la restauration scolaire. L'inflation sur les matières premières fait que là, notre prestataire nous annonce 15% d'augmentation à compter du 1er janvier. Et évidemment, il va falloir absorber ces 15% d'augmentation. Je le répète, je l'avais dit à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, notre intention, en tout cas pour l'instant, à ce jour, notre intention est de ne pas toucher, là je m'adresse aux parents, aux familles, de ne pas toucher à la tarification du restaurant scolaire. Ce qui ne signifie pas qu'on ne le fera pas si en septembre, après le bilan sur les 2 tiers de l'année, on s'aperçoit qu'on ne peut pas tenir la route avec de tels produits. Inévitablement, on sera conduit à augmenter la tarification de manière très juste. Mais pour l'instant, en tout cas, notre intention est de ne pas toucher à cette tarification du restaurant scolaire. Un contexte d'augmentation des taux d'intérêt, mais là, j'ai presque envie de dire qu'on a de la chance. Nous avons emprunté au bon moment. J'ai lu là aussi quelque part que on aurait peut-être dû le faire avant. Je constate que en l'ayant fait en 2022, on a emprunté à 1,5 en taux d'intérêt. Là aujourd'hui, mes collègues voisins empruntent à plus de 3% sur 25 ans. Donc ça veut dire quand même que on a été bien inspiré d'emprunter en 2022, quitte à décaisser. C'était le deal en quelque sorte, quitte à décaisser sur 2 ans. Et évidemment, cet emprunt va nous servir à réaliser des investissements. Et puis, un contexte d'augmentation du point d'indice des fonctionnaires sur une année pleine. Alors, sur une année pleine, l'augmentation du point d'indice, c'est entre 40 et 45 000 euros. Je lui fais la grosse maille. Sachant que pour l'instant, nous n'avons intégré dans le budget, je le dis tout de suite, que l'augmentation du point d'indice qui est déjà applicable. Mais, je le dis en toute honnêteté, certaines collectivités anticipent sur une nouvelle hausse du point d'indice, compte tenu de l'inflation. Nous ne l'avons pas fait. Ça veut dire que, je l'annonce tout de suite, si, à tout hasard, et je le souhaite aux fonctionnaires quelque part, ce point d'indice devait de nouveau connaître une augmentation en cours d'année, en raison, une fois encore, du contexte inflationniste, ça appellerait très probablement de notre part une décision modificative, ou en tout cas des ajustements en interne, pour qu'on puisse faire face à cette hausse qui n'a pas, pour l'instant, été prévue au budget. D'autres collectivités l'ont fait. Par exemple, à la Cali, hier soir, on a adopté le budget primitif de la Cali pour l'année 2023. Du côté de la Cali, par exemple, nous avons intégré cette potentielle deuxième hausse du point d'indice. À Izon, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait parce qu'il y a des bruits de couloir qui semblent indiquer que les collectivités, en tout cas, pourraient y échapper. Et donc, on a préféré ne pas le faire pour des questions d'équilibre. Voilà, grosso modo, les grandes lignes sur cette section d'investissement. Si je zoome un tout petit peu sur les chapitres 11 et 12 notamment, je parlais d'une augmentation des fluides à hauteur de 130 000 euros minimum. C'est pas rien, évidemment. On a une facture qui va quasiment doubler. La restauration scolaire, j'en ai déjà parlé, c'est plus 15%. On maintiendra et on augmentera même, Gilles en a parlé tout à l'heure, notre engagement aux côtés du monde associatif, puisque le montant de l'enveloppe de subvention passe de 58 000 à 63 000 euros, malgré ce contexte un peu compliqué. Nous faisons cet effort. On a un budget fêtes et cérémonies qui est une nouvelle fois en augmentation, qui va passer de petite augmentation de 80 000 à 83 000 euros, mais nous assumons bien volontiers notre volonté d'animer et de faire la fête à Izon. On a été en quelque sorte élus notamment pour ça, pas que pour ça, mais on l'assume sans difficulté. Nous maintiendrons les nouveaux services qu'on a offerts à la population et aux familles en particulier ces dernières années. Je pense à ActiVacances ou aux classes, qui sont 2 dispositifs très vertueux, me semble-t-il, mais mine de rien, classe plus ActiVacances, c'est 60 000 euros de dépenses de fonctionnement par an. Sur une année pleine, il faut quand même l'intégrer, c'est 60 000 euros. Certains pourraient peut-être souhaiter que l'on sacrifie en quelque sorte ces nouveaux services aux familles dans une logique de pure orthodoxie budgétaire. Nous faisons le choix, de manière très volontariste, de maintenir ces services auprès des familles. On maintient évidemment notre subvention CCAS à hauteur de 12 000 euros. Là aussi, je rappelle qu'on vient de loin, puisque quand on est arrivé, cette subvention était d'à peine 6 000 euros. Donc on maintient évidemment, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui, cette subvention de 12 000 euros. Puis de toute façon, je n'ai pas le choix, parce que sinon, Brigitte va me faire la tête.
On poursuit nos efforts pour entretenir la voirie et pour curer les fossés. Je le dis, les gens ne se rendent pas compte. Il y en a qui disent on ne fait rien sur les fossés. Enfin, excusez du peu, sur les 2 derniers exercices, on a passé 140 000 € en frais de fonctionnement juste pour curer des fossés. C'est du fonctionnement, ce n'est pas de l'investissement. Et nous allons maintenir cet effort en 2023. On fera peut-être un peu moins parce qu'on estime peut-être qu'il y a un peu moins à faire. J'en sais strictement rien. Il y a des arbitrages qui vont être faits, mais l'enveloppe, en tout cas, était prévue pour qu'on poursuive ce curage des fossés. Et puis, autre exemple, on n'était pas obligé de le faire. On fait le choix d'augmenter l'enveloppe consacrée à la formation de nos agents. Et là, on passe de 22 000 à 37 000 €. C'est aussi un choix volontariste, c'est un choix de politique municipale. On considère en tout cas que la formation des agents, que l'adaptation des agents à l'évolution de leur emploi est quelque chose d'essentiel, tant pour la qualité du service public que pour l'implication de nos fonctionnaires territoriaux. Et je l'assume, là encore, sans difficulté. Alors, on pourrait certes soutenir qu'on aurait pu aller faire des petites économies ici ou là, voire de grosses économies en sacrifiant certains services, mais en tout cas, ce n'est pas le choix que la majorité que je conduis décide de faire. Ça, c'est pour le chapitre 11. Sur le chapitre 12, je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit, annoncé à l'occasion du rapport d'orientation budgétaire. Nous procédons à des recrutements supplémentaires, principalement pour l'AIGA. L'AIGA, c'est un super outil. Mais l'AIGA, c'est un outil qu'il faut faire fonctionner pour que la machine tourne en quelque sorte, pour que le service tourne, pour qu'il soit ambitieux. Nous avons besoin d'agents. On s'était d'ailleurs engagé auprès de nos partenaires à recruter ces agents. Et donc, nous avons procédé à ces recrutements, même si le conseil départemental de la Gironde nous aide dans un premier temps. Et une fois encore, il faut remercier le département. Il n'empêche que ça a un coût supplémentaire. On a recruté une responsable affaires juridiques, commande publique, aménagement du territoire, qui est arrivée en février 2023. Sur une année pleine, ça représente évidemment une dépense supplémentaire par rapport à 2022. On a recruté une assistante administrative à l'accueil et qui servira également CCS. Marie, je vous embrasse, Marie, parce que j'ai oublié de la citer la dernière fois. Et comme vous savez que les agents de la collectivité regardent le conseil municipal sur YouTube, après j'ai droit à la gueule pendant une semaine. Donc Marie, je vous embrasse 1000 fois. Merci Marie du travail que vous faites depuis peu. En tout cas, on est bien heureux d'avoir recruté cette Marie. Marie, je suis bien heureux de l'avoir recrutée. Et puis, on a ensuite recruté également un adjoint responsable du service de police municipale. Là aussi, ça a un coût. Tout ça, on l'assume sans difficulté. Et puis après, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, l'augmentation du point d'indice, l'augmentation du SMIC, ou que sais-je. Enfin, deux mots pour terminer sur 2 dépenses que l'on peut regretter, mais qui sont ce qu'elles sont, et puis on n'y peut pas grand-chose. Enfin, on n'y peut pas grand-chose. En tout cas, s'agissant de l'attribution de compensation à verser à la CALI, alors je m'étais trompé à l'occasion du rapport d'orientation budgétaire. Je vous avais dit qu'on avait assisté à une hausse de 6 000 €. Et en réalité, ce n'est pas une hausse de 6 000, c'est une hausse de 16 000 €. Donc, c'est pas rien quand même. Je précise juste que cette hausse de l'attribution de compensation négative, c'est-à-dire que ce n'est pas la CALI qui nous verse l'attribution de compensation, c'est ISON qui fait un versement à la CALI. Cette augmentation correspond à la révision et à la modification du PLU. Certes, la compétence URBA, en quelque sorte, a été transférée à la CALI, mais il n'empêche qu'il avait été convenu au moment du transfert de compétences qu'en cas de révision ou de modification du PLU, les frais d'études de cette révision ou de cette modification seraient supportés par les communes qui souhaitent réviser ou modifier leur PLU. Et donc là, on a tout simplement appliqué une règle qui était prévue dans les statuts de la CALI, ce qui explique cette petite hausse de l'attribution de compensation. Et puis, dernière remarque, au sujet du fameux prélèvement de la pénalité que nous payons en raison de notre forte carence en logements sociaux, donc au titre de l'article 55 de la loi SRU, on prévoit en 2023 un prélèvement à hauteur de 151 000 € contre 156 000 € l'année dernière. Je crois me souvenir qu'en 2018, c'était 160 000 €, puis ça a de nouveau baissé, puis ça a de nouveau augmenté. Là, on a une petite baisse, a priori, mais je répète que nous entretenons l'espoir, le fort espoir, de voir ce prélèvement considérablement diminuer en 2024. Tout va dépendre des efforts qu'on fait en matière de production de logements sociaux, mais pour l'instant, l'État est plutôt satisfait des efforts qui sont fournis par la collectivité. Certes, les projets ne sortent pas comme ça, ils ont bien conscience que ça prend du temps, mais ils constatent qu'il y a un changement de cap à Ison, et ma foi, j'espère que ce changement de cap saura convaincre l'État de diminuer considérablement ce prélèvement, ce qui pourrait nous permettre derrière de procéder soit à des investissements, soit à d'autres dépenses de fonctionnement. Je répète qu'à titre personnel, je préférais privilégier des investissements. Voilà, grosso modo, ce que je souhaitais dire sur le volet fonctionnement. Y a-t-il des remarques peut-être sur le volet de fonctionnement avant que j'attaque le volet investissement? Monsieur Malville, au cœur d'Ison. C'est clair.
commission ressources. Mais les questions ont été posées, donc il n'y a pas de problème. Et à la limite, je parlerai à la fin, on débattra à la fin, quoi. Bonsoir madame, je vous en prie, entrez, installez-vous. J'y vais, allez. Oui, mais sur le fonctionnement, ouais. Bon, donc comme ça, il peut boire comme ça. Voilà. C'est un truc, on s'est mis d'accord. Non, alors, moi, sur le budget, en fait, aujourd'hui, la seule remarque que je peux faire, c'est un budget qui rapporte sur les bases de la cité, de la vie de la cité. Et qui nous correspond à nous aussi. En savoir, le budget, il part sur la culture, avec la médiathèque, sur le coût de fonctionnement. Il va partir sur la culture avec ActiVacances, parce que je rentre ça comme dans la culture, moi, pour les jeunes. Voilà, donc pour moi, c'est de la culture, ouais, c'est de la découverte. Si la culture est la fête aussi dans certaines traditions, on peut dire qu'aussi ça rentre dans la fête, donc il n'y a pas de souci, et on active bien la cité là-dedans. Sur un plan sécuritaire, où dedans il y a la sécurité hydraulique, et on se voit bien maintenant que depuis 5 ans, hein, on ne passe pas presque un hiver sans un épisode des événements qu'on ne connaissait pas auparavant. Donc oui, ça demande l'entretien, ça demande beaucoup d'entretien même. Et puis, un point aussi, je ne sais pas si vous l'avez relaté ou pas, c'est l'aide aux plus faibles par l'intermédiaire d'un agent qui sera dédié au mi-temps à CCAS. Alors, si vous espériez que nous, avec Sophie et les autres, on parle de cession budgétaire, surtout de ne pas dépenser, moi, ça ne nous ressemble pas trop à nous, hein, je suis désolé, mais on était plutôt dans la phase où on nous freinait plus qu'autre chose. Donc oui, aujourd'hui, il y a l'argent. Hein, la recette de fonctionnement, si je pars depuis 2019, c'est 660 000 € supplémentaires de recettes de fonctionnement. Donc qu'on les redistribue, c'est bien. On les redistribue sur de la culture, c'est de l'éducation, sur le CCAS, ça va à la population, sur la sécurité, alors avec des agences dédiées à la sécurité, des agents dédiés au CCAS. On veut pas, enfin moi c'est pas, je vois pas ce qu'on rajouterait. Donc, même si je fais un résumé, et c'est des points qui nous ressemblent. Donc voilà. C'est parfait. D'autres remarques? Très bien, j'enchaîne sur les investissements. Madame Fontaine, peut-être? Non, c'est OK? Non. J'enchaîne donc sur les... Ah, si. Je suis particulièrement satisfaite que la demande qu'on a fait depuis un moment déjà d'une personne qui seconde Madame Nabé au CCAS ait enfin été entendue et qu'il y ait quelqu'un qui soit chargé de cette mission qui est importante. Alors, pour être tout à fait précis, nous l'avions entendu depuis très longtemps, puisque nous souhaitions le faire. Simplement, nous ne pouvions pas financièrement le faire. Et donc, nous profitons de ce contexte pour le faire, bien sûr. Brigitte Champry. Excusez-moi, je prends la parole quelques instants. Nous avons, c'est vrai, restructuré aussi le CCAS. Nous avons maintenant des permanences d'une assistante sociale de la MDS. Donc, le conseil départemental est là, présent et en partenaire. Le SIAS nous aide beaucoup et nous avons un mode de fonctionnement au sein du CCAS qui est très participatif, avec des groupes de travail, enfin une façon de travailler qui nous permet d'envisager, parce qu'on a fait des pièces de théâtre, etc., enfin, d'être assez actif avec Connexio qu'on a mis en place pour lutter contre la fracture numérique. Je crois qu'on ne dit plus comme ça, il doit avoir un train de retard, mais ce n'est pas grave, ça marche. Voilà, c'est cet esprit-là que l'on veut continuer à faire vivre, à développer avec nos permanences. Donc ce matin, Delphine m'a permis d'aller à l'Assemblée générale de la mission locale. Donc voilà, c'est tisser des liens, c'est réussir notre maillage. Et le CCAS, il fonctionne avec vous tous et avec tous nos partenaires. Oui, merci de le rappeler. Et je salue une fois encore l'engagement des membres du CCAS, élus et non élus. Engagement qui est très précieux. Merci beaucoup et merci à toi Brigitte. J'enchaîne sur les investissements, j'irai très vite et puis on va discuter j'imagine. Donc retenez le chiffre quand même qui peut marquer les esprits, 5 876 011 €. C'est 876 011 €, c'est énorme, hein, plus de 5 millions, presque 6 millions d'investissements. Vous mesurez ce que ça représente. Je me contenterai d'afficher 2 ou 3 axes et puis je demanderai peut-être à chacun des adjoints concernés de bien vouloir apporter quelques compléments.
j'attire d'abord votre attention sur le fait qu'on s'était engagé à afficher. On s'était engagé à afficher dans notre budget des dépenses qui étaient consacrées à la transition écologique, au souci d'isoler les bâtiments, à dépenser moins d'énergie, ce qu'on appelle la ligne verte, dit très, très brièvement. Et cette ligne verte qui est montée progressivement en puissance ces dernières années, cette ligne verte cette année atteint un montant de 1 500 000 €, ce qui est franchement à saluer. Serge, peut-être quelques mots, si tu peux prendre un micro, quelques mots sur juste le volet économie d'énergie, isolation, les travaux qui sont prévus à grande ligne évidemment, et puis on enchaînera. Oui, bonsoir. Alors, donc même si actuellement ils ont, c'est plutôt la saison des fleurs, on peut dire que le choix qui a été fait sur l'éclairage public a porté ses fruits. C'est la poésie. Hein. C'est-à-dire un passage en LED des lampadaires et l'extinction des feux de 23h30 à 5h du matin, donc ça depuis août 2021. Pour rappel, nous avons sur Horizon 867 points lumineux, 328 sont passés en LED actuellement, donc ça fait 40% du parc. Et il nous reste 55 à passer en LED, ce qui fera 44% du parc. On aura fait sur 3 ans un passage de 120 lampadaires en éclairage LED. Alors pourquoi je parle de réussite, hein, tout simplement. La consommation est passée de 2020 à 2022 de 215 796 kWh à 119 385, ce qui fait une baisse de 45% en termes de consommation et un coût qui baisse de 30%, malgré toutes les hausses qu'on a eues sur l'énergie. La consommation, un petit mot, la consommation éclairage public, c'est à peu près, elle est passée de 13% donc en 2021 à 9% en 2022. Alors, l'objectif pour 2024, puisqu'on a eu un rapport hier matin donc avec une personne du SDEG, maintenant l'objectif de 2024 sera surtout de faire des efforts sur tout ce qui est bâtiment énergivore. Il y aura 2 moyens, donc des moyens techniques, suite à une enquête, et après je dirais qu'il y aura des moyens humains, c'est-à-dire que chaque personne qui utilisera la salle sera en gros responsable de l'éclairage, de l'État, etc., etc. Voilà, si vous avez des questions sur l'éclairage public, je suis prêt à répondre. Juste une question, Serge. Dans les chiffres que tu annonces, on est bien d'accord qu'il y a aussi le fait d'avoir éteint des secteurs à horizon. Oui, c'est ce que je disais. C'est ça, hein. Tu as LED, donc les 120 LED, Ouais. plus le fait qu'on éteint de 23h30 à 5h du matin. Ouais, Tout à fait. Et c'est 2 cumulés qui permettent cette... Voilà, qui permet d'économiser à peu près 40%. Tout à fait. Mais on ne peut pas dissocier les deux, si tu veux. Donc, voilà. Oui, on n'a pas la capacité Voilà. à... En sachant que sur la consommation, sur les coûts qu'on a cette année, novembre-décembre est toujours estimé. Parce que le SDEG n'a pas encore les chiffres, ce qui veut dire que la baisse qu'on a actuellement peut encore bouger de 1 ou 2%. Puisque comme c'est une estimation par rapport à 2021, c'est évident que l'estimation sera faussée, puisqu'à cette période, on n'a pas tous les LED en place. Voilà. Mais bon, ça ne passera pas de moins 40 ou moins 50. Hein. On va peut-être gagner 1%. Voilà. Est-ce qu'il y aura un bilan de fait sur le fait d'avoir éteint à 23h30 et rallumé? Est-ce qu'il y aura un bilan sur... bon, la biodiversité, c'est très compliqué de le faire, hein, mais par contre, sur tout ce qui se passe la nuit dans les zones en termes de sécurité. Oui, Est-ce alors... que vous avez la capacité... pas maintenant, hein, je veux dire, mais dans... peut-être d'établir quelques chiffres avec la gendarmerie. Alors, les chiffres, on peut les établir. La question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est est-ce qu'il y a plus de délinquance la nuit depuis qu'on a éteint l'éclairage public? La réponse est non. On observe même que, alors c'était une période très particulière, la période Covid, hein, premier confinement, mais enfin, on observe même qu'il y a eu moins de cambriolage de nuit, par exemple, depuis qu'on a éteint que quand c'était allumé. Alors, il n'y a peut-être aucun lien de cause à effet, j'insiste, mais en tout cas, les chiffres sont ce qu'ils sont. La difficulté, quand on fera le bilan, et on fera ce bilan, c'est le ressenti des habitants. Je dis bien le ressenti des habitants, puisque j'ai effectivement des remontées négatives de la part de certains habitants qui se sentent, je dis bien qui se sentent en insécurité et qui établissent un lien de cause à effet entre un vol qui a pu avoir lieu dans leur voisinage, par exemple, quand ce n'est pas chez eux, et le fait qu'on ait éteint l'éclairage public. Il est très compliqué d'expliquer, c'est possible, mais de convaincre une personne qui était victime d'un vol, par exemple, que ça n'a strictement rien à voir avec l'extinction de l'éclairage public, que ce vol aurait peut-être eu lieu même si l'éclairage public avait été maintenu. Donc le bilan, oui, on le fera, puisqu'on s'y était engagé. Les chiffres, on pourra les fournir, hein, et les gens pourront observer qu'il n'y a pas eu davantage de délinquance. En revanche, il sera certainement très compliqué d'aller à l'encontre du ressenti des gens. Vous voyez, on peut essayer de les rassurer, mais ça sera très compliqué. Il y a un volet, moi, sur lequel je suis attentif, particulièrement, outre le ressenti des données,
c'est peut-être certains carrefours, par exemple, qui pourraient être accidentogènes. Alors, il n'en existe pas. Le carrefour le plus accidentogène qu'on a, c'est le carrefour ancien combattant de Gaulle. Vous voyez, si vous prenez les stats des accidents qu'il y a eu à Ison ces 15 dernières années, c'est l'endroit où il y a le plus de cartons. Mais ailleurs, je n'ai pas suffisamment de matière, si vous voulez, pour savoir si oui ou non c'est plus dangereux qu'on ait éteint l'éclairage public à tel endroit. Certains isonnés, et je songe notamment du côté de Portès, là, au croisement Portès-Rue des Fleurs, certains isonnés que vous connaissez bien mieux que moi réclament par exemple qu'on installe des candélabres automatiques avec un radar. Bon, pourquoi pas? C'est peut-être une expérience qu'on peut tenter. Simplement, ça a un coût, vous vous en doutez. Et puis, la question qu'on peut se poser derrière, c'est cet investissement, ce coût supplémentaire, est-ce qu'il sera en quelque sorte amorti par la plus-value de sécurité, à supposer que ça apporte une plus-value en matière de sécurité? Je ne suis pas foutu aujourd'hui vous le dire. En tout cas, c'est un sujet qu'on suit avec attention, Serge et moi et d'autres, mais j'ai pas de, vous voyez, je ne peux pas vous dire tout de suite là quelle va être évidemment la teneur de ce bilan. Je sais seulement que le ressenti des isonnés, de certains isonnés, je le comprends, je l'entends, je suis très empathique à leur endroit, mais je ne le partage pas et c'est pas toujours rationnel. Voilà, c'est pas toujours rationnel. Donc, dans un bilan, on attend souvent de la rationalité, des choses objectivées. Le ressenti des gens, par hypothèse, n'est pas rationnel et donc la confrontation des deux peut faire que finalement, pas grand monde sera satisfait de ce bilan. Mais en tout cas, le bilan sera fait, Monsieur Malville. Alors, juste, hein, moi, pour moi, un bilan, c'est rationnel. Hein. C'est-à-dire que moi, le ressenti, c'est pas rationnel. Hein. Moi, le bilan, c'est juste, il y avait, c'est un exemple que je donne là, il y avait 50 cambriolages avant, aujourd'hui on est à 40, on a éteint. Ça, c'est des chiffres, c'est du fait. Voilà. Le ressenti, comme vous dites, ben moi je suis désolé, oui, c'est un ressenti, mais je ne peux pas le chiffrer. Donc, je ne peux pas le mettre dans un bilan. Et puis, vous avez parlé des vertus de cette extinction nocturne pour les oiseaux, notamment. Enfin, bon, notamment, ça, c'est difficile à quantifier, c'est difficile à mesurer. Peut-être qu'un jour, on aura des stats, là aussi là-dessus, si je puis dire, sur le nombre de chouettes qu'on voit de nouveau à Ison. Moi qui suis amoureux des chouettes, par exemple, je constate que, alors, je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet là encore, mais je n'ai jamais entendu autant de chouettes chevêches que depuis qu'on a procédé à cette extinction de l'éclairage nocturne. Bon, on pourra faire le bilan, mais en tout cas, j'y suis... on le fera, voilà, on le fera. Tout ça pour vous dire qu'on le fera. Merci Serge. Serge l'a peu dit, mais il l'a dit, mais j'insiste, on va continuer nos investissements sur l'éclairage et puis on va également continuer nos investissements sur les menuiseries qu'il faut changer à l'école, par exemple. On va quand même, à l'arrivée, on a quand même une enveloppe à hauteur de 1 500 000 € approximativement. Donc, premier axe important quand même, ces efforts en matière de l'environnement. Autre axe très important, la vie associative. Donc là aussi, bon, je le disais tout à l'heure en filigrane, mais on peut nous reprocher certainement beaucoup de choses, certainement pas en revanche de ne pas agir en faveur des associations. Ça se voit, et je pense que toutes les assos s'en aperçoivent au regard des subventions, mais enfin ça va se voir également, ça se voit déjà, et puis ça va continuer de se voir également au regard des investissements qu'on va réaliser en faveur des associations. Gilou, je ne sais pas si tu veux dire 2 mots, je t'en prie Gilou, vas-y, dis 2 mots quand même sur les investissements en faveur des associations qui sont considérables vraiment en 2023, tout particulièrement, mais pas seulement, pour les associations à vocation sportive. Oui, très bien, c'est exactement ça. Mais en plus de ça, moi je rajouterais une petite chose en plus, c'est qu'on a aussi pris pour habitude, en plus des investissements, on a aussi pris pour habitude, chose qui pour moi en tout cas en tant qu'habitant isonné depuis très longtemps, ne se faisait plus, c'est-à-dire de réhabiliter ce que l'existant, ce que l'on a. Par exemple, le gymnase, par exemple un éclairage, par exemple des tuyaux d'eau pour alimenter un chauffage, etc. Ce sont des choses qui, pour moi, ne se faisaient plus, malheureusement, sur Ison, et qu'on essaye de remettre au goût du jour, ou en tout cas plus fort qu'avant. Et, par exemple, pour cette année, on prévoit la réfection des poteaux du rugby, avec un éclairage LED, en attente de subvention, bien sûr. Il y a également la réfection du système d'arrosage du foot, qui est devenu obsolète. Il y a également le remplacement des luminaires au niveau des salles de danse, foyer du rugby, dojo, etc. Parce que pour faire notre activité, on a besoin d'avoir plus d'éclairage. Il y a aussi le remplacement du sol, par exemple de la danse, qui était tout à fait potable, mais enfin, ce n'était pas une salle de danse.
Il y a également le calorifugage, comme je disais tout à l'heure, le calorifugage de la tuyauterie du chauffage de la salle polyvalente. J'en passe et des meilleurs. Et aussi des travaux d'isolation, bien sûr, à Borges, qui profitent aux associations, avec des nouveautés, mais aussi de l'existant. Et enfin, bien sûr, donc, les investissements plus lourds, des nouveaux produits, pas simplement l'existant. Donc les nouveaux produits, on partirait sur une halle sportive. Bien sûr, tout ce que je vais dire, c'est soumis à subvention. Donc, il n'y a pas 100% de certitude que ça se fasse. J'ai eu du mal à le comprendre. Aujourd'hui, je le comprends très, très bien. Mais j'avoue que j'ai eu assez de mal à le comprendre. Aujourd'hui, je le comprends très, très bien. Mais donc, on attend des subventions par rapport à ça. On verra après où est-ce qu'on met le curseur, si c'est 80%, si c'est 50%, si c'est 20% d'aide du département ou des différentes aides. Et ensuite, on pourra faire nos choix. En tout cas, on partirait sur une halle sportive, donc, ainsi qu'un skatepark pour une valeur totale de 852 200 €. On partirait également sur les agrès sportifs en plein air à Bortès pour au nombre de 9, dispatchés un petit peu autour. La réalisation d'une aire de fitness en plein air, là aussi soumise à aide. C'est ça. Tout ce qui est en vert, en fait, c'est le fond d'aide, le fond vert. Des conteneurs de gradins, ou des conteneurs gradins au niveau du foot. On était là aussi, pour être tout à fait transparent, on était parti pour mettre un éclairage sur le terrain 1, disons, au niveau foot. Mais on a eu quelques désagréments, c'est-à-dire qu'on pensait que ça pouvait être intégré dans le fond vert et donc avoir des aides par rapport à cette installation. Malheureusement, comme c'est une création, quelque chose de nouveau, ce n'est pas simplement un remplacement de l'aide, etc. C'est vraiment quelque chose de nouveau, donc il n'y a aucune aide qui peut nous être octroyée. Et donc on a fait le choix de partir au niveau des installations de l'anode, de partir plus sur des conteneurs tribunes et peut-être voir d'autres choses. En tout cas, à étudier toujours, mais avec une enveloppe assez conséquente, puisque là, on est autour de 120 000 €. Donc, c'est quand même assez conséquent. Et enfin, le parcours de santé qui nous tient à cœur, où on aimerait bien faire une grande boucle sur Ison, et afin que tout le monde puisse se balader à pied dans nos marais, mais aussi tout le long du Cantoran. Voilà un petit peu pour... Ok, donc effectivement, investissement en faveur des associations considérable. Investissement en faveur du cadre de vie. Caroline, peut-être un petit mot ou pas de mot? Tu n'es pas obligé. C'est parti, je t'en prie. Oui, donc comme vous le savez, on a été lauréat du plan paysage. On a répondu à l'appel à projet du ministère de la Transition écologique. Et donc on a eu cette chance au niveau communal. Et je le précise, c'est une chance et il faut s'en saisir, que ce soit au niveau des élus pour le faire vivre ou des isonnés pour y participer. Le plan de paysage, c'est une belle opportunité qui nous est offerte pour décider de ce que nous souhaitons conserver, modifier, dessiner sur les paysages d'Ison d'aujourd'hui et de demain. Et c'est aujourd'hui que ça commence et les Isonnais vont devoir s'impliquer, s'en emparer de la même manière que nos élus vont devoir aussi s'y impliquer. Et donc j'espère que chacun va y trouver sa place et va pouvoir se manifester sur ce beau projet. Voilà, le plan paysage, c'est un document qui n'a pas de vocation réglementaire, qui va être élaboré sur plusieurs mois pendant toute la période de 2023 jusqu'au fin novembre 2023. Pour autant, s'il n'a pas de vocation réglementaire, il s'intégrera et il s'annexera, on l'espère, et on le souhaite comme cela dans notre PLU, c'est-à-dire qu'on souhaite que le plan de paysage que nous aurons décidé tous ensemble fasse partie intégrante des projections que nous souhaitons intégrer au PLU. Donc il a sa place, son importance, et j'espère vraiment que chacun comprendra l'enjeu de cette belle opportunité qui nous est donnée. Voilà. Très bien. Au-delà du plan paysage, tu as raison d'insister sur les vertus de ce plan paysage, mais on va poursuivre, parce que ça ne date pas du plan paysage, on va poursuivre nos aménagements paysagers de manière générale, et on prévoit 150 000 € d'enveloppe pour ces aménagements paysagers. On va procéder à une acquisition foncière, on l'espère en tout cas, et donc on le saura, j'espère, très très vite, mais une acquisition foncière qui pourrait permettre en effet aux Isonnais d'accéder plus facilement au bord de Dordogne. Et donc là, il y a quelque chose de très sympa potentiellement à faire. Ça fait également partie du cadre de vie. Gilles parlait tout à l'heure des boucles
pour runner ou pour tout simplement faire de la randonnée. Ça aussi, c'est un projet qui nous tient à cœur. Évidemment, c'est un projet pluriannuel, on ne pourra pas tout faire d'un coup, mais on va essayer en tout cas d'investir davantage le long du Cantrane. L'idée, c'est de démarrer une boucle, grosso modo, sur la limite sud d'Ison jusqu'à la Dordogne, le long du Cantrane. Ça pourrait être très sympa. Et pour rejoindre la boucle du Glaugelat qui est déjà existante, ça aussi, ça fait partie du cadre de vie. Et puis, on va également bosser sur la signalétique. Et la signalétique également. La valorisation du patrimoine isonnais fait partie du cadre de vie. Je laisse la parole quelques instants peut-être à Audrey, juste pour que tu nous vendes ce qui va nous coûter très très cher. La valorisation du patrimoine et puis d'une manière générale, les investissements en matière de communication, il y en a pas mal pour 2023, s'il te plaît. Ok, bonsoir. Donc s'agissant pour poursuivre sur le cadre de vie, en effet, vous avez eu, je pense, l'occasion de le voir, on a commencé à bien travailler dans le cadre de la commission extra-municipale valorisation du patrimoine historique, culturel et environnemental sur de beaux projets pour mettre en valeur le patrimoine isonné, qu'il soit historique, culturel ou environnemental. Et dans le cadre de ces projets, la commission et la municipalité souhaitent identifier les sites que certains d'entre vous connaissent, mais pas tous, notamment les néo-isonnés ou les jeunes. Identifier ces sites, les mettre en valeur, expliquer leur histoire pour enrichir en fait la connaissance que pourraient avoir les isonnés de notre patrimoine. Donc pour ça, on va travailler sur une signalétique qui va du coup s'attacher à la fois au bâtiment, mais à la fois à d'autres choses, comme je pense là particulièrement au personnage de Léo Drouin. Donc on a un petit groupe au sein de cette commission extra-municipale qui est très très dynamique et qui a énormément d'idées. Des idées qui risquent effectivement de coûter un petit peu cher, mais qui ont vraiment pour but de mettre en valeur notre patrimoine et de créer vraiment un sentiment, enfin, d'encourager les gens, grâce à la connaissance de ce patrimoine, à avoir un sentiment d'appartenance à Ison et à s'identifier dans le patrimoine historique, culturel et aussi environnemental, parce qu'on a vraiment des sites hyper riches à Ison et qui sont méconnus. Donc on pense que travailler à travers la signalétique, mais également aussi à travers les chemins de randonnée, c'est permettre aux gens de découvrir, s'ils ne le connaissent pas, ou de mieux comprendre et mieux apprendre la richesse culturelle et environnementale de la commune. Voilà, donc ça va être un gros travail. On va être aidé par un organisme avec lequel on a déjà travaillé autour de l'AIGA sur ce projet pour faire quelque chose d'harmonieux, de beau, de pédagogique, de très chouette, quoi. Voilà, donc ça c'est le projet valorisation du patrimoine. Et alors, s'agissant de ma paroisse, ma deuxième du coup, puisque la communication aussi c'est mon bébé. Donc l'année dernière, on a fait un gros investissement sur le site internet. Vous avez pu le découvrir, il a été mis en ligne le 29 janvier. Donc là, il s'agissait d'une refonte totale du site internet. Le site d'Ison avait 15 ans. Donc c'est très vieux pour un site internet. C'est un dinosaure. Il avait le mérite d'exister, mais voilà, il était, disons, pas très intuitif pour les usagers, compliqué pour les administrateurs. Donc il était temps qu'il prenne sa retraite. Donc on a mené un très gros travail sur la création d'un nouveau site qui est beaucoup plus complet, dynamique, dans l'air du temps. Donc ça, c'était un gros investissement sur l'année 2022. Et j'espère que vous appréciez d'ailleurs. Voilà, le travail. Et puis surtout que ça vous permettra d'avoir accès à des informations plus facilement, quel que soit votre profil. On a travaillé sur les associations. Je pense à toi, Gilles. On a beaucoup de pages qui permettent aux associations de s'informer sur leurs droits, leurs obligations. Voilà, je pense aux assos, mais tout est représenté, les aînés, les jeunes. Voilà. Ça, c'était le gros projet 2022. Et pour 2023, comme on souhaite vraiment moderniser la communication municipale avec des outils à l'ordre du jour, modernes, là, mon cheval de bataille 2023, c'est notre panneau lumineux, voilà, qui lui aussi mérite de prendre sa retraite. Donc, on va changer ce panneau et le remplacer par
des panneaux, parce qu'en fait, il fait des petits, ils seront plusieurs, pour pouvoir arroser toute la commune. Nouvelle génération, donc des panneaux dynamiques, colorés, qui pourront afficher des vidéos, des images, être programmés différemment. C'est des panneaux qui ont double face, donc on pourra, selon notre sens de circulation, les voir des deux côtés. Voilà, enfin, ça va être très joli et j'ai hâte de les voir parce que ça fait un moment que j'en rêve. Donc j'espère que vous allez apprécier aussi. Voilà. Mais c'est un gros investissement pour 2023 et j'espère que ça permettra à l'ensemble des Isonnais d'avoir plus facilement accès à l'actualité, à l'information municipale, mais aussi associative, parce que j'ai à cœur de partager les informations de nos associations. On a d'autres outils, mais celui-ci sera vraiment visible et voilà, pour l'investissement communication. Merci Audrey. Je poursuis. Merci beaucoup Audrey. Et notamment pour le site internet. Les écoles, Delphine, tu veux prendre la parole ou c'est pas la peine? Tu me dis si. Parce que les écoles, ça coûte très cher, on me le dit souvent, mais... Bon, cette année, c'est quand même limité. Après, si au niveau de la maternelle, il y a l'investissement sur 3 EPI, avec des travaux de rénovation, mais ça, tu l'as dit tout à l'heure, sur changer des menuiseries au niveau d'une classe, d'un dortoir et d'une salle. Après, voilà, c'est le gros, ça va être au niveau, pour l'élémentaire, c'est des petits travaux au niveau du sol de la salle des maîtres. Après, ça va être surtout au niveau du restaurant scolaire, où là, il va y avoir un gros investissement. On fait également des travaux d'isolation phonique et thermique, parce que c'est vrai que les 2 réfectoires de la maternelle et de l'élémentaire sont des salles bruyantes. Et donc, pour le confort de nos enfants et de nos agents, il était important de changer et de faire des travaux d'isolation phonique et thermique également. Au niveau du restaurant scolaire, là, l'investissement, alors je ne sais pas si c'est sûr, oui. Qu'est-ce que tu as dit ? 464 000 €. Donc, on espère que les travaux vont démarrer début juillet. Ah ben, il faut. Non, il faut pour une histoire d'organisation. Je précise quand même que, pour ceux qui ne le savent pas, que l'architecte des bâtiments de France a retoqué notre projet, ce qui signifie que pour l'instant, nous n'avons pas de permis de construire. Donc, Karine Longuève part en mission commando. C'est demain matin ? Non. La semaine prochaine, pardon. La semaine prochaine, part en mission commando avec Aurélie. Rencontrer monsieur l'architecte des bâtiments de France en opération commando ou séduction. Séduction plutôt. Séduction plutôt. Et donc, j'attends beaucoup de cette mission. Voilà. Donc, objectif. Hein. Mais pour l'instant, pour juillet, ça paraît compromis quand même. Mais j'espère qu'il... voilà. C'est OK ? Oui, c'est bon. Bon. Donc, l'école, petite ligne à 550 000 €. Oui, Madame Fontaine, je vous en prie. Alors, absolument pas. On parle de la restructuration à venir de l'école qui devrait coûter à peu près 6 millions d'euros. Donc, on commence par le restaurant scolaire. Il va nous coûter. C'est une obligation par ailleurs, parce qu'on aurait dû le faire il y a des années déjà, vous le savez. Donc, déjà, on se met aux normes, si je puis dire, réglementaires, histoire qu'ils ne nous ferment pas le restaurant scolaire quand même. Et il y en a pour 500 000 € à peu près. Et ensuite, de manière pluriannuelle, tout à fait entre nous, vous disiez à un horizon plus ou moins proche, on peut également considérer que ce sera plutôt à moyen terme qu'à court terme, parce qu'on parle sur des sommes qui sont absolument considérables et il nous faudra énormément de subventions pour faire face à cette restructuration de l'école. Elle est dans les clous. Il n'y a pas urgence, j'ai presque envie de dire qu'à l'échelle, disons, il n'y a pas urgence dans la mesure où nous sommes encore en capacité aujourd'hui d'accueillir des nouvelles classes, quand bien même ne ferions-nous pas de travaux. Donc on a, en cas d'ouverture de classe, alors pas cette année évidemment, mais admettons qu'on ouvre une classe l'année prochaine ou celle d'après, on sera parfaitement en capacité d'accueillir, de créer 1 à 2 classes supplémentaires sans faire de travaux, j'insiste, on a déjà réfléchi au sujet. Donc on prend le temps, mais pour répondre à votre question, en 2023, il n'est rien prévu s'agissant de la restructuration de cette école. Comprenez que, vu tous les investissements qu'on réalise à côté, on ne pouvait pas en même temps faire l'école au-delà du restaurant scolaire qui va quand même nous coûter pas loin de 500 000 €. J'ai répondu à votre question ? Très bien, je vous remercie Madame Fontaine.
Tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est bon. J'étais complet. Merci beaucoup, Delphine. École, sécurité, tranquillité publique. Alors là, il y a le volet vidéoprotection. On poursuit l'effort. On a prévu 40 000 euros, Joël, c'est ça? 40 000 euros donc, sur le BP 23 pour poursuivre notre effort de déploiement de la vidéoprotection. Et puis, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là après. Enfin, on verra en tout cas. Mais ça fera quand même, disons, une commune sacrément dotée en caméras de vidéoprotection, comparativement en tout cas à nos voisins. Et puis, tranquillité publique, sécurité. Il s'agira évidemment du projet concernant l'avenue de la de Tassigny sur la route départementale, où là, on a prévu, entre Tassigny et Anglumeau, on a prévu une enveloppe d'1 million, 1 million 100, 1 million 100, 1 million 2, 1 million 137 000, je crois. Là, évidemment, ça va être, pareil, un des investissements phares de l'année 2023. C'était une promesse, on s'était engagé vis-à-vis des riverains excédés de l'avenue du Maréchal de la de Tassigny. Je crois qu'il y a consensus sur le sujet, parce qu'on a eu l'occasion d'en discuter à plusieurs reprises. Donc il est grand temps de sécuriser cet axe qui connaît un fort trafic routier poids lourd principalement. C'est eux surtout qui sont à l'origine des nuisances. Et évidemment, la voirie, ça coûte une blinde. De même sur l'avenue d'Anglumeau, on va essayer de la sécuriser. On ne va pas refaire le tapis, là on n'a pas les moyens, mais on va au moins essayer de sécuriser cette avenue pour briser un petit peu la vitesse des camions et sécuriser ceux qui sortent de ce lotissement. Mais voilà, ça va évidemment coûter très cher. On espère quelques subventions, mais je l'annonce tout de suite, elles ne seront pas terribles. Hein. Malheureusement, la voirie n'est pas éligible à beaucoup de subventions. On va avoir un petit peu de DETR. On espère justement qu'on aura un peu de conseil départemental. On va en parler tout à l'heure. Mais à l'arrivée, le reste à charge sera quand même considérable. Sur Delattre, il sera de 500 550 000 euros, le reste à charge, voire plus. Et sur Anglumeau, il faut compter 120 à 150 000 euros de reste à charge. Ça va être dur à avaler, mais il faut absolument qu'on le fasse. Et donc, conformément à la parole donnée, nous allons le faire. Les travaux démarreront peut-être à l'automne 2023. On attend, parce que vous savez, c'est une route départementale, il faut le feu vert du département. Pour l'instant, il serait sur septembre-octobre, mais on ne décide pas de tout, malheureusement. On espère en tout cas les travaux pour septembre-octobre. Et évidemment, ça va générer inévitablement des perturbations du trafic routier. Et peut-être quelques impatiences vont se manifester ici ou là. Mais bon, c'est comme ça, on ne fait pas de travaux sans gêner les riverains, c'est pas possible. Et puis j'ajoute, pour terminer, que l'AIGA, on va poursuivre nos investissements sur l'AIGA pour terminer l'AIGA. Voilà, et puis l'AIGA va apporter une grosse valeur ajoutée, je l'espère, à la vie culturelle, à la vie associative et à la vie tout court à Izon. J'ai à peu près fait le tour des grosses masses. Évidemment, on peut en parler davantage, je suis à votre écoute. On peut également rentrer dans le détail, je suis également à votre écoute. Je ne crois pas avoir oublié des grosses masses, hein. Brigitte, tu es d'accord avec moi? Y a-t-il des remarques? Forcément, oui, j'imagine que sur ce budget, du côté d'Aucœur d'Izon, M. Malville peut-être, ou d'autres, hein, je vous en prie, la parole est libre. Bon, quelques remarques sur le budget. Juste pour revenir à ce que disait Gilles tout à l'heure, en 2018, c'était 120 000 euros d'investissement que pour de l'entretien. Donc, tu n'étais pas élu à l'époque, donc tu ne pouvais pas forcément le savoir. Ça ne se voit pas. C'est des choses qui ne se voient pas. On change des tuyaux dans une salle polyvalente et 5 ans après, il faut les rechanger parce que c'est utile. C'est peut-être pas dans la salle polyvalente. Au rugby, il y a eu 120 000 euros au total. Et je n'ai pas voulu faire le reste parce que c'était juste en 2018, ça. Aujourd'hui, il y a la capacité d'emprunt qui ne pouvait pas forcément y avoir avant. Bon. Aujourd'hui, on a cette capacité. La commune a la capacité d'emprunter. Elle le fait. C'est tant mieux parce que les investissements, c'est ce qui reste. Et c'est ce qui reste sur du long terme. C'est aussi ce qui se voit. Sur un budget comme celui-là, où il y a un peu plus de 5 millions, ben c'est super. Enfin, je veux dire, quand on est élu, c'est toujours fier de voter un budget à 5 millions, hein, notamment d'investissements, qui partent directement en Isonné. 5 millions 8, pardon. Et qui vont servir dans la vie quotidienne et améliorer la vie quotidienne des Isonnais. Alors que ce soit pour de la sécurité, la venue de la de Tassigny, on en a parlé, et c'est un projet qui nous tient tous à cœur, je pense. C'est pour le monde associatif, parce que c'est la vie des Isonnais, le monde associatif. C'est le monde culturel, avec la continuité de l'AIGA. Ça peut rester frustrant, des fois. Pas des fois, d'ailleurs, ça l'est souvent. Où on se dit, on rêve de la réelle sportive avec des skates. Ça, il y a très longtemps qu'on en parle, et d'avoir un vrai skatepark.
Et quand on dit c'est lié à des subventions. Et c'est là où ça devient frustrant. Parce qu'on a tous travaillé dessus, on a tous parlé aux gamins, et puis tout d'un coup, ça ne se fait pas parce qu'on n'a pas les subventions. Et donc après, on le remettra, je pense, jusqu'à ce qu'on ait les subventions. Mais c'est ça, en fait, qu'il faut prendre en compte. C'est qu'on a un beau budget qui est bâti, avec, là encore, presque 6 millions d'euros d'investissement, c'est pas rien. Mais c'est frustrant de savoir qu'on est lié avec ces subventions. Et c'est là où ça peut être encore plus frustrant, c'est qu'on est point et pied liés après avec des services où on ne peut pas trop râler sur leur fonctionnement quand on sait qu'on attend d'eux 700 ou 800 000 euros de subventions. Voilà, moi, c'est les remarques que j'ai à faire. Elles sont là. Tout ce qu'il y a là-dedans, on l'avait écrit. Donc, je veux dire, je ne vais pas... Voilà. Par contre, voilà, moi, quand je parle point pied lié, c'est-à-dire que on est vraiment lié avec l'État, on est lié avec la région, on est lié avec le conseil départemental. Et c'est vrai que quand on n'est pas d'accord avec le conseil départemental, on ne peut pas trop le dire parce qu'on attend quelques subventions. Voilà. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire sur le budget de fonctionnement. Je ne sais pas si je vais pouvoir participer au vote, parce que j'ai vu dans les... Alors, pour être tout à fait transparent, il est prévu que l'on fasse l'acquisition d'une petite parcelle absolument... un couloir, pardon de le dire comme ça, 3 ronds de vigne ou peut-être 6, j'en sais rien, en bord de Dordogne, en terrain classé en zone PPRI rouge, qui appartient effectivement à la famille de M. Malville, pour un montant de... aucune idée, on n'a même pas discuté prix. En fait, vous pourriez nous lâcher pour l'euro symbolique ou pour 1 000 euros, pour 3 000, j'en sais rien, mais bon, bref. Et donc, d'où l'interrogation de Frédéric Malville, à juste titre, quant à savoir s'il peut ou pas voter ce budget. Écoutez, par prudence, si vous voulez, par prudence, vous pouvez vous abstenir, vous déporter en quelque sorte, mais ça ne me pose, à titre personnel, absolument aucun problème. Mais il vaut mieux qu'il se... Oui ? Écoutez, Karine Longuève vous remercie, en tout cas, d'attirer notre attention sur le sujet, mais moi qui suis plutôt tatillon sur le sujet, vous voyez, pour le coup, je ne l'avais même pas relevé. Non, normalement, je ne participe pas au vote. Oui, alors, bon, d'accord. En fait, vous pouvez rester si vous voulez, mais peu importe, c'est un détail. Non, je ne participe pas au vote. Oui, très bien, ne participez pas au vote, c'est parfait. Voilà. Oui, très bien, c'est bien. Très bien. D'autres remarques, peut-être, Madame Carrère, Monsieur Boisseau, Monsieur Vessière. Ne vous battez pas. Franchement, si vous n'avez pas envie de parler, il ne faut pas se forcer. Non, c'est vraiment cette... ce sont des beaux projets, mais c'est vraiment cette idée de dépendre entièrement des subventions qui va pouvoir être très décevant à l'arrivée. Alors, c'est le jeu des subventions. C'est le jeu des demandes des subventions. Pour mener des beaux projets, vous voyez, il faut déjà avoir le beau projet. Ensuite, il faut le bâtir, le construire. Et inévitablement, plus le projet est beau, plus il coûte, si je puis dire. Et donc, il faut ensuite aller chercher des sous. Quand on est une commune comme Izon, on a d'autres choix que de compter, que de miser sur des subventions. Et donc, ensuite, on formule des demandes de subventions. Je trouve qu'on est déjà bien. J'ai entendu beau projet, beau budget, avez-vous dit, M. Malville. Je trouve déjà bien qu'on ait des belles idées, qu'on essaie de les construire, de les bâtir. Et puis il reste évidemment la troisième étape, décisive, c'est aller chercher des thunes. On y va avec les dents parfois. On fait que ça, on passe nos semaines à aller chercher à répondre à des appels à projets, chercher des subventions. Enfin, en tout cas, on me dit qu'on ne fait que ça se trouve, on me ment. Mais en tout cas, certains sont là pour ça, pour aller chercher des subventions. Et oui, je sais, ça risque d'être décevant. En tout cas, avec beaucoup de volontarisme, on n'a pas l'intention d'être déçu. On a l'intention d'aller jusqu'au bout de l'effort et de réaliser ces beaux investissements. La sportive, ça fait 2 ans qu'on en parle, je sais. L'année dernière, on n'a pas été éligible au fonds ANS. Cette année, on représente la copie. On n'est pas passé loin l'année dernière, tout à fait entre nous. Je vous ai raconté en off ce qui s'est passé. C'est un arbitrage de dernière minute de la part de la préfète de région qui fait qu'on a perdu la subvention alors qu'on l'avait au départ. Donc on représente le même dossier avec plein d'espoir. Et puis on verra bien si ça passe ou pas à la sportive.
Voilà, je prends un exemple, je pourrais en prendre d'autres, hein, mais évidemment qu'on est tributaire des subventions. Je préfère simplement le dire, en toute honnêteté, ce que vous faites d'ailleurs. Hein. C'est un beau projet, effectivement, qui est bien bâti, avez-vous dit, M. Balville, mais évidemment, on est lié à des subventions et donc le risque de frustration est là. Alors, voilà, c'est une vérité d'évidence presque. Vous avez raison de le rappeler. D'autres remarques peut-être, moins générales, plus focus sur tel ou tel projet? Non, parce qu'on a abordé pas mal de questions en commission, en diverses commissions dans lesquelles on a participé, dans lesquelles on intervient de façon constructive, je crois. Donc, on a échangé sur beaucoup de points, on a échangé aussi entre nous. Donc, ce que Frédéric et Aline ont dit exprime en fait ce qu'on pense chacun d'entre nous. Voilà. Donc, on n'a rien d'autre, je pense, à dire. André? Non. Ouais, je partage également votre point sur notre liaison aux subventions qui vont arriver ou pas d'ailleurs. Toutefois, je salue l'ambition et le volontarisme de ce budget. Donc sur ça, on ne peut rien dire. Et c'est pour ça que personnellement, je voterai pour. Merci bien, M. Vessière. Merci. M. Malville, c'est OK pour tout le monde? Merci bien, M. Vessière. Effectivement, je salue moi aussi l'honnêteté intellectuelle et on peut nous reprocher beaucoup de choses, mais pas de manquer de volontarisme en tout cas, ni d'idées, et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et votre remarque je salue votre remarque. J'allais dire votre remarque me touche. Oui, très sincèrement. Bien, je peux passer au vote la question du budget. Très bien, je passe donc ce budget au vote. Qui est contre ce budget primitif pour l'année 2023? Qui s'abstient? Je vote pour Ludivine Grasse-Piquet. Très bien. Monsieur Malville vote pour Ludivine Grasse-Piquet. Monsieur Malville ne participe pas au vote en tant que tel. Madame Fontaine s'abstient. Très bien. Qui est pour? Je vous en prie, levez le bras, s'il vous plaît, pour savoir qui est pour. Très bien, je vous remercie. Je vous remercie. Le budget est donc adopté. Autre sujet à l'ordre du jour concernant une redevance d'occupation du domaine public. On avait déjà abordé le sujet à l'occasion du conseil municipal de février. Tout à fait. On avait établi une délibération portant sur différentes redevances d'occupation du domaine public. On en avait oublié une qui concerne les garagistes professionnels qui stationnent leurs véhicules, enfin les véhicules de leurs clients, sur le domaine public. Et notamment 2 garagistes, fort sympathiques par ailleurs, ce n'est pas le sujet, qui ont pris l'habitude de stationner les véhicules de leurs clients sur 2 parkings qu'on a, l'un à Portès et l'autre à Anglade. Et donc, on a convenu avec ces garagistes que désormais, cette occupation du domaine public, comme toute occupation du domaine public, devrait donner lieu à redevance à raison de 40 € par trimestre. C'est bien ça, par véhicule. 40 € par trimestre par véhicule, dans une certaine limite. Étant précisé que les conventions que nous allons nouer avec eux prévoiront que ces parkings, en cas d'événements majeurs associatifs sur ces parkings, ces véhicules devront être retirés du parking le temps de la manifestation pour que les isonnés, notamment, puissent se garer sans difficulté. On va limiter le nombre de véhicules qui peuvent stationner. À Anglade, par exemple, je crois qu'on a 12 véhicules, ou 10 ou 12, 10 véhicules qui stationnent de fait depuis des années, hein, sans qu'on ne leur ait jamais rien dit. Et ça donnera lieu donc à perception d'une redevance de 40 € par trimestre et par véhicule. Je précise qu'un trimestre commencé, le paiement est immédiat et il vaut jusqu'au bout, même si la voiture ne reste qu'une semaine, c'est le trimestre qui est payé. Voilà, des remarques peut-être? Alors c'est pas très sexy hein, à vendre, mais bon, ça me paraît plutôt logique. Enfin, c'est même la loi qui l'impose. Hein. Non seulement c'est logique, mais en plus c'est la loi qui impose qu'on fixe des redevances d'occupation du domaine public. Monsieur Malville, des remarques? Juste une remarque, mais je m'excuse, hein, c'était pas sur le stockage des véhicules. C'était la permission de voirie qu'on avait. Je ne me souviens pas qu'on avait cette permission de voirie à échafaudage et tout ça, 15 € les 2 premières semaines gratuites. On l'avait on l'avait discuté en commission ressources et on l'a passé au vote à l'occasion du conseil municipal de février. Si, ça y était. On en avait discuté en commission, je m'en souviens très bien. Tout à fait. D'autres questions sur ces redevances d'occupation du domaine public, enfin sur cette nouvelle redevance d'occupation du domaine public? Pas de questions? Très bien, je le passe au vote avec votre accord. Qui est contre cette redevance? Qui s'abstient? Très bien, je vous remercie. Autre sujet
à l'ordre du jour une demande de subvention auprès du conseil départemental pour les travaux de restructuration du restaurant scolaire. Je ne me trompe pas jusque-là, c'est bien ça. Donc il s'agit de solliciter une fois encore le département, qu'on ne remerciera jamais assez, si je puis dire. Je me permets de le dire. Il s'agira en tout cas de demander au département une subvention d'un montant de... Éclairez-moi, merci. J'adore quand j'ai des notes comme ça sans montant, ça me plaît. Il faut que je fasse la soustraction directe en fait, c'est ça hein. Merci. Donc une demande de subvention de 106 000 €, arrondi tout à fait, pour une opération totale d'un montant de 305 000 €. C'est bien ça? Avec votre accord, qui est contre, qui s'abstient? Très bien, je vous remercie de cette unanimité. Autre demande de subvention, cette fois-ci auprès du FIPD, et on devrait rajouter R d'ailleurs, Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, pour acheter du matériel vidéo. Je t'en prie, Joël, tu as la parole. Oui, effectivement, dans la continuité du contrat de sécurité intégré, il est proposé au conseil municipal de solliciter l'État au titre du Fonds interministériel de prévention et de la délinquance et de la radicalisation d'effectuer une demande de subvention, encore une, concernant l'achat de matériel d'EPI, équipement de protection individuelle, 3 caméras piétons. Donc cette subvention, cette demande de prise en charge serait de 50%, avec un reste à charge pour la commune de 3 022 €. Très bien, je la passe au vote. Qui est contre cette demande de subvention? Qui s'abstient? Je vous remercie. Autre sujet à l'ordre du jour, l'adoption du règlement intérieur de l'AIGA. Karine, je t'en prie. Karine Largouet, tu as la parole. Le micro pour Karine, s'il vous plaît, merci. Bonsoir à tous. Alors effectivement, après quelques années d'attente, l'AIGA va enfin est sortie de terre et, comme disait Monsieur le maire tout à l'heure, devrait ouvrir normalement le 15 avril. Alors bien entendu, c'est un nouveau bâtiment avec des nouvelles choses à l'intérieur, des nouvelles collections. Tout est nouveau comparé à la bibliothèque qui est existante. Et ce qui fait que nous avons dû remettre en place un règlement intérieur, mettre en place un nouveau règlement qui va pouvoir affirmer à toutes les personnes en fait les droits qu'ont les gens dans la médiathèque, mais également les devoirs. Alors bien entendu, tout se rapporte, tout est spécifié dedans. Donc ça part des horaires d'ouverture, au tarif d'accès, ou effectivement quand il y a un problème de remise de documents, aux pénalités qu'il peut y avoir, tout sera spécifié. Et ce document sera remis à l'ouverture de la carte et vaudra bien entendu comme un engagement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte la carte, on accepte le règlement intérieur. Donc il sera affiché dans les bâtiments, il sera remis à chacun et il sera visible de mémoire sur le site de la médiathèque et de la mairie. Très bien. Des remarques peut-être? Merci Karine, des remarques sur ce règlement intérieur? Je t'en prie. Gilles. Juste ajouter une petite précision. Il ne faut pas penser non plus que ce règlement est figé dans le marbre. Je veux dire, il est une évidence, il faut que les Isonnais le sachent, que nous démarrons une expérience, nous ne savons pas comment est-ce que les Isonnais vont s'approprier cette médiathèque. À partir de là, ce règlement intérieur, et surtout d'ailleurs les horaires, ou selon aussi nos moyens, peut évoluer dans le temps et changer selon ce qu'on pourra constater au bout de quelques mois. Voilà. C'est peut-être une évidence, mais je voulais quand même le souligner. Oui, tout à fait. Je souligne également que nous sommes aujourd'hui, il y a consensus en tout cas aujourd'hui, je crois, j'ose espérer, au sein de ce Conseil sur l'utilité de cet outil et sur l'attachement à une politique culturelle municipale. Je précise immédiatement que si une autre équipe un jour souhaitait revoir de fond en comble les modalités de fonctionnement de l'AIGA, et je le dis solennellement, cela nécessiterait une délibération du conseil municipal. Il est hors de question que le maire unilatéralement puisse revenir sur les jours d'ouverture ou que sais-je. Les horaires pour l'instant ne sont pas fixés parce que évidemment il va falloir regarder un petit peu au départ comment ça fonctionne et on va ajuster. Puis on a d'ailleurs l'intention d'élargir les périodes les horaires d'ouverture, mais en tout cas il est hors de question évidemment qu'un maire seul ou qu'un exécutif seul puisse unilatéralement décider dans quelques années de baisser la voilure ou de ne pas assumer en tout cas ses positions politiques s'agissant de notre attachement à la culture. Voilà. Nous sommes attachés à la culture
Et je le dis expressis verbis, celui qui voudra toucher à l'AIGA devra l'assumer politiquement, publiquement au conseil municipal, et pas le faire dans son bureau de manière unilatérale. Voilà. Des questions? Oui, juste une question, mais en fait, c'est juste une information, puisque là, depuis tout à l'heure, on parle de l'AIGA, et donc les gens qui vont nous regarder, est-ce que vous pourriez donner les horaires, s'il vous plaît? Non, les horaires ne sont pas connus à ce jour, parce que on démarre, et donc là, ce que je peux vous dire, c'est que ce sera ouvert du mardi au samedi jusqu'à 18h30, mais je ne peux pas vous dire, les horaires seront, je dis une bêtise, 14h, 18h30 l'après-midi, si ça se trouve, dès le 1er mai, je veux dire, pour lui souhaiter une bonne fête du travail, je vais dire à Justine Charenton, désormais, on ouvre le samedi de midi à minuit. Vous voyez, je me garde cette possibilité. Donc, je ne peux pas vous dire quels sont les horaires, je ne le sais pas. Sincèrement, je ne le sais pas. Voilà. D'autres questions, peut-être? Non, vous avez parlé de consensus au sein du conseil municipal. Je suppose que ça ne s'adressait pas à nous. Absolument pas. Je dis, j'ose espérer qu'il y a un consensus parfait au sein de ce conseil municipal. On est quand même d'accord. Je connais votre position personnelle, Madame Carrère, et vous avez contribué à l'éclosion de l'AIGA, donc en tout cas à la constitution de ce dossier. Donc évidemment que je connais votre attachement à l'AIGA. Je n'en ai jamais discuté j'ai jamais discuté de ce sujet avec tous les membres de votre équipe. Je sais que André Vessière y est attaché, il participe activement à la commission culture. Je me doute que M. Malville n'y est pas contre, parce que c'est lui également qui, du temps où vous étiez dans la majorité, a favorisé la naissance de ce projet. Madame Fontaine, je pense que par tempérament, j'ose espérer, non, je ne dirais rien de votre tempérament, effectivement, mais je pense que par éducation, vous êtes attaché à la culture. Monsieur Boisseau est un sportif, un honnête sportif, et comme tout sportif honnête, il est également attaché à la culture, puisque le sport est un élément de culture. Voilà. Donc on est bien d'accord. Donc je pense, oui. Je tiens quand même à rappeler que j'ai participé à toutes les commissions de création avec Madame Largouet et avec d'autres dans le mandat précédent. Oui, tout à fait, oui, de naissance du projet. Tout à fait, la création, si vous le voulez, on peut le dire comme ça, oui, tout à fait. C'était il y a 5 ans à peu près. Et effectivement, c'est un projet très long. Hein. L'AIGA, c'est un projet, je dirais 5 ans à peu près, 5-6 ans. Voilà, donc effectivement, c'est un projet effectivement très très long. Et la sortie de terre a été également très longue, pour ne pas dire très, très douloureuse. Très longue, pour ne pas dire très douloureuse, et chronophage. Voilà. Des remarques peut-être sur le règlement intérieur, pour revenir à l'objet de la délibération. Pas de remarques. Je peux donc passer ce règlement intérieur au vote. Qui est contre ce règlement intérieur? Qui s'abstient? Je vous remercie, et j'ai donc une dernière délibération. Alors tout à l'heure, elle ne me file pas les chiffres, et là, elle me pique carrément la délib, quoi, vous voyez. Donc une dernière délibération, celle qui était sur table, merci Karine, au sujet d'une demande de subvention auprès du conseil départemental de la Gironde concernant les travaux d'aménagement et de sécurité de l'avenue Delattre de Tassigny. Alors, montant estimé des travaux, 740 235 €. Et nous sollicitons le département pour obtenir une subvention de 160 461 €. Alors, c'est pas dit qu'ils aillent jusque-là, mais en tout cas, le potentiel de subvention va jusqu'à 160 461 €. Des remarques? Pas de remarques, je suppose. Sinon, pour dire qu'il y a peu de subventions sur ce genre de projet, mais on le savait. Hein. On savait qu'en initiant ce projet de voirie, on ne serait pas éligible à beaucoup de subventions. Des remarques? Pas de remarques? Je le passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Très bien. Je vous remercie, chers collègues. Je vous souhaite une très belle soirée. Prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.